Bonjour à tous, bienvenue sur Télésud pour ce nouvel entretien du jour, un entretien du jour consacré à Auria van de Weg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de l'Organisation internationale de la francophonie. Merci de nous avoir accueillis à Djerba pour ce 18e sommet. Ce 18e sommet qui vient de se terminer avec la réélection, entre autres, de Madame Louise Mushikiwabo pour 4 ans. Ma première question est toute simple. Quel est votre premier sentiment, là, quelques heures à peine après la fin de ce sommet, et puis on va dire après ces quelques jours très intenses? Écoutez, la réponse est simple. J'ai le sentiment d'un sommet réussi. Je pense que c'est ce qu'on partage tous au niveau de l'équipe de l'OIF. La préparation a été intense. Ça fait 2 ans qu'on attend ce sommet et je dois dire qu'on est plutôt satisfait, en particulier sur la mise en œuvre de ce nouveau format sur lequel on travaille depuis maintenant 2 ans et qui a fait ses preuves et qui pour nous est une indication que les États finalement sont vraiment prêts à embrasser toute forme de proposition qui viserait à rendre cette organisation plus efficace, plus impactante sur le terrain. Donc vraiment un sommet réussi. Alors, il y a eu de nombreux thèmes qui ont été abordés lors de ce sommet. L'environnement est un dossier qui tient véritablement à cœur de la secrétaire générale. Mais quand on voit l'échec relatif, on va dire, de la COP27 qui se termine aussi, quelle place peut avoir l'OIF et quel rôle peut jouer l'OIF? Alors, l'environnement n'était pas à l'ordre du jour de ce 18e sommet. Comme vous le savez, on avait plutôt opté pour la thématique du numérique. C'est vrai que l'environnement est une question centrale à l'OIF. On a un institut du développement durable, l'IFDD, qui est basé à Québec. Alors, ce que je peux dire, c'est que comme pour toutes les autres priorités que la francophonie défend, on doit quand même reconnaître que l'OIF est une organisation de taille modeste. On n'a pas des budgets extensibles et donc je pense que le grand enjeu de l'environnement aujourd'hui, c'est de vraiment y mettre les moyens, de changer complètement nos modes de consommation, nos modes de travail. On a vu avec la pandémie qu'on est passé au numérique pour réduire un petit peu l'impact sur l'environnement de toutes ces réunions. C'est un petit peu la réalité du multilatéral, ça coûte beaucoup et ça coûte beaucoup à l'environnement. Donc je pense que là où l'OIF peut réellement jouer un rôle, c'est au niveau du plaidoyer auprès des États, parce que finalement l'environnement c'est peut-être le sujet qui concerne l'ensemble des pays et pour lequel les dirigeants doivent s'engager et prendre des décisions fermes. Donc je pense que l'OIF peut être ce vecteur. Autre cheval de bataille de la secrétaire générale sont les femmes, la jeunesse. Mais quand on voit le rejet de la France dans certains pays africains, je pense bien sûr au Mali, au Burkina, à la Guinée, vous ne craignez pas que cela entrave sérieusement les ambitions et les objectifs que vous voulez porter ? Je ne pense pas, parce que je pense qu'il y a une confusion parfois qui reste dans les médias, un petit peu dans certaines sphères entre France et francophonie. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2022, on est quand même éloigné de cette vision de la francophonie. La francophonie, aujourd'hui, c'est 88 États et gouvernements membres, dont 54 de plein droit. La France, c'est le pays hôte, bien entendu, de l'organisation. Le siège est en France, mais néanmoins, la France est un des États membres, des 54. Et je pense qu'aujourd'hui, la francophonie, elle est beaucoup au sud, elle est beaucoup dans les pays d'Afrique, elle est en Asie aussi, elle est au Québec. Donc je ne pense pas que le rejet de la France aura un lien direct sur les programmes et les projets de la francophonie, au contraire, qui sont souvent très accueillis par les populations des États de la francophonie. La France, notamment au Maghreb, est considérée comme une langue élitiste. Comment peut agir l'Organisation internationale de la francophonie pour qu'elle redevienne un bien commun et non un signe extérieur, je vais dire un signe extérieur de richesse intellectuelle, voire même culturelle ? Alors je pense que c'est pas seulement au Maghreb, c'est un constat qu'on a fait, que la secrétaire générale d'ailleurs a fait, elle en parle souvent. La langue française, elle est perçue toujours comme la langue de Molière, la langue du théâtre, la langue qu'il faut absolument bien parler, contrairement à d'autres langues
dont on ne citera pas le nom, pour lesquels finalement on fait peu de cas de l'accent ou de la qualité avec laquelle on la parle. Une des grandes ambitions que porte la secrétaire générale, c'est justement de changer cette perception par rapport à la langue française et de montrer au monde et surtout à la jeunesse francophone que la langue française peut être un réel vecteur de réussite, une langue d'opportunité. Il faut que ce soit la langue des affaires, la langue de l'Internet. Voilà, ça c'est vraiment le grand défi, ce serait de décomplexer un petit peu les usagers de langue française et de les laisser jouir pleinement des opportunités de cette langue. La guerre en Ukraine n'a pas été évoquée pendant ce sommet, ou très peu, ou du moins nous on ne l'a pas entendu. Et pourtant, au sein même de la francophonie, il y a clairement deux camps. Il y a, on va dire, pour caricaturer un petit peu, il y a les pays riches qui sont ouvertement contre et les pays un peu moins riches qui ne se prononcent pas. Quelle est la place de l'OIF face à ce conflit et que peut faire l'OIF ? Alors, la situation en Ukraine a été évoquée. Elle a été évoquée en ministériel, elle a été évoquée pendant le huis clos des chefs d'État. C'est bien entendu une situation préoccupante sur laquelle les États se sont exprimés. Il faut savoir qu'il y a plusieurs autres crises qui ont été évoquées également, qui ont lieu en ce moment dans l'espace francophone, notamment dans la région du Sahel, en Haïti, au Liban. Nous avons plusieurs pays qui, en 2022, sont dans l'instabilité, dans l'insécurité. Et donc l'Ukraine a été évoquée dans ces discussions qui ont vraiment traité de sécurité. Vous dites que la francophonie est divisée. Je ne pense pas que la francophonie soit divisée sur ce sujet-là. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce qui se passe en Ukraine est inacceptable et il y a de la solidarité envers l'Ukraine. Simplement, c'est vrai que la façon peut-être d'amener les choses, ou d'autres pays ont aussi d'autres préoccupations, ils ont des crises aussi qui concernent directement leur pays. Donc c'est peut-être juste une question de communication et de façon d'aborder les choses, mais il n'y a pas une réelle division. Vous diriez même d'interprétation ? Ou d'interprétation, oui. Je pense que c'est une question de ressenti. Mais ce que je peux vous dire en tout cas aujourd'hui, c'est que à ma connaissance, je pense que tous les pays francophones sont solidaires, bien entendu, avec la situation en Ukraine. Lors de l'ouverture du sommet, le président Saïd, qui est l'hôte de ce sommet, a déclaré lors de son discours d'ouverture que l'arabe est sa patrie. Le président Pachinian, le président d'Arménie, s'est servi de la tribune pour dénoncer le conflit que subit l'Azerbaïdjan, son pays. Le président Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui est le plus grand pays francophone, a annulé sa visite pour ne pas être aux côtés du président Kagame, avec qui ils ont également un conflit. On a bien compris que ce sommet était quand même très politique, au risque même de ne pas aborder suffisamment les thèmes autour de la francophonie. Est-ce que vous le regrettez ? Je pense que c'est la réalité du multilatéral. Les organisations internationales telles que la francophonie, qui réunissent quand même beaucoup d'États, un petit peu comme aux Nations Unies, finalement, offrent une tribune pour les États pour porter leurs préoccupations, leurs priorités, leurs sujets d'actualité. Donc, quelque part, il faut s'y attendre, c'est normal, c'est une plateforme, c'est un lieu d'échange, c'est un moment aussi où les caméras sont braquées sur l'organisation, sur le sommet. Donc, ce n'est que normal qu'il y ait, bien entendu, des considérations politiques. Mais ce que je pense qui fait la force de la francophonie aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la capacité qu'ont les États et gouvernements membres finalement à se réunir sur les sujets finalement qui sont consensuels et qui concernent tous les pays. Donc je pense que la francophonie pourra puiser sa force dans ce mode de fonctionnement-là, c'est-à-dire privilégier de se focaliser sur les sujets qui concernent l'ensemble des États membres pour ne pas finalement à terme devenir une mini Nations Unies. Je pense qu'on en a souvent entendu parler un petit peu comme ça. Finalement, la francophonie, c'est une réplique en français des Nations Unies. C'est pas le but et je pense que la transformation vise aussi à cela, c'est-à-dire à revoir ces hautes réunions d'instances pour permettre aux chefs d'État et de gouvernement de la francophonie de réellement se focaliser sur les thématiques prioritaires
de l'Organisation internationale de la francophonie. Emmanuel Macron a annoncé hier que le prochain sommet allait se tenir en France. Mais des fois, on se demande si en fait le plus gros problème de l'OIF n'est pas la France avec son héritage colonial, surtout que, quand on sait qu'à la fin du siècle, l'immense majorité des locuteurs français seront africains. Vous êtes d'accord avec ça ou ça vous interroge également? Non, mais j'y ai un petit peu répondu tout à l'heure en disant que c'est vrai, on a fait du chemin depuis 50 ans. La perception pour beaucoup est encore de coller la francophonie à la France et à son passé colonial. Mais il faut quand même rappeler que les pères fondateurs de la francophonie sont des chefs d'État du Sud. Donc le Cambodge, la Tunisie, le président Bourguiba où on est en ce moment, le Sénégal. Donc voilà, ce sont des pays du Sud qui ont eu cette idée de cette organisation. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y aura toujours une petite confusion forcément par rapport à la place qu'occupe la France, qui est quand même le pays qui a donné la langue à l'organisation. Mais de plus en plus, il faut reconnaître que la francophonie, elle est dans beaucoup de pays et principalement au Sud. Que répondez-vous aux détracteurs de la francophonie qui considèrent que ce sommet était le sommet de la dernière chance? Je leur dirais qu'ils ont tout faux, parce que ce sommet qui a célébré les 50 ans de la francophonie, qu'on aurait dû célébrer en 2020, mais alors voilà. Mais ce sommet a vraiment permis deux choses: de réfléchir, de un petit peu porter un regard sur les 50 dernières années, mais surtout de se projeter, parce que les chefs d'État et de gouvernement ont eu à échanger sur la francophonie de l'avenir, leur vision de l'avenir. Et ce qui est clair et qui en ressort, c'est que cette francophonie, elle intéresse, elle continue d'être attractive, elle a du sens, et les chefs d'État et de gouvernement ont montré par leur participation à ce sommet, par les orientations qu'ils ont données, par les contributions, que l'implication des États, non seulement elle va pas s'arrêter, mais elle va même probablement prendre plus de force, elle va s'amplifier. Donc on a beaucoup parlé de modernisation, de la francophonie de demain. Je pense que, pour citer la secrétaire générale dans son discours d'allocution, elle a dit qu'elle pouvait, maintenant que le sommet se clôturait, affirmer que le sommet de Djerba, c'était vraiment le sommet de la modernité, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. On a pu observer un format complètement renouvelé, beaucoup plus de volonté de s'adresser directement aux jeunes à travers les réseaux sociaux. On a beaucoup plus ouvert aux médias. Les chefs d'État ont joué le jeu des tables rondes. Tout ça, pour moi, c'est un signe très positif pour l'avenir de la francophonie. Ouria van de Wege, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Cet entretien du jour est terminé. Vous le savez, on se retrouve très vite pour un nouvel entretien du jour. Et comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt. Au revoir tout le monde.